Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es? Ben, Jean-Luc, 66 ans, donc adhérent au CQMI depuis à peine 2 mois. Je suis divorcé, un enfant de 6 ans, voilà, retraité. T'habites où? Alors j'habite, c'est un peu compliqué, en fait ma résidence principale est à Paris, enfin à côté de Paris, à côté de Versailles, mais je suis dans un appartement que j'ai mis en vente et je ne sais pas encore où je vais aller m'installer, quoi. Donc en fait ça va être un petit peu un choix avec ma future femme si ça se concrétise, Ouais. de façon à, bon, au moins qu'elle soit un peu d'accord sur le choix de la région, le choix de la maison ou de l'appartement, pour essayer de démarrer en fait quelque chose de nouveau, quoi. Parce que je pense qu'en fait, quand on démarre une vie avec quelqu'un, il faut peut-être faire un trait sur le passé, que la personne ne vive pas dans les meubles de l'un des ex. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, Et donc, alors toi, tu as eu une relation avec une femme russe. Tu étais marié avec une femme russe? oui. Alors, bon, c'est une très longue histoire, hein. En fait, je l'avais rencontrée à Bavaro, à Saint-Domingue, République dominicaine. Donc, elle travaillait dans un hôtel tout inclus, comme au guest service room. Donc, elle était hôtesse d'accueil parce qu'elle parlait l'espagnol, le russe, l'anglais couramment. Et là-bas, il y avait 50% de Russes dans l'hôtel. Donc, elle était quasiment la seule du personnel hôtelier à parler le russe, quoi. Et je l'ai rencontrée un peu, enfin pas par hasard, parce que je l'avais déjà un peu repérée à l'arrivée à l'hôtel, et je l'ai retrouvée par hasard dans un couloir de l'hôtel où elle attendait des clients, quoi, pour son boulot. Et comme elle était toute seule, j'ai réussi à l'aborder, on a discuté, et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée en France, après beaucoup de difficultés au niveau des visas, parce que j'ai dû demander 2 ou 3 visas Schengen pour qu'elle vienne en France. Il y a eu des ratés, bon, c'est un stress pas possible. Ouais. Enfin, donc elle est venue en France, elle voulait un enfant à tout prix, elle a fait ce qu'il fallait, elle l'a eu. Et puis 3-4 mois après, elle a divorcé, quoi, ou elle a demandé le divorce, quoi. Enfin, c'est pas elle qui l'a demandé, mais elle m'a poussé à le demander, quoi. En fait, c'était peut-être une ruse de son avocate. Elle s'est dit comme ça: si votre mari demande le divorce, vous allez avoir peut-être la sympathie des juges, quoi. Alors que si c'est elle qui demande le divorce, on peut être pénalisé, quoi. Ouais. Mais bon, finalement, je me suis bien battu et ça a été. Le divorce, c'est passé un peu dans la douleur, mais après le divorce, elle a obtenu la garde de l'enfant, c'est ce qu'elle voulait. Elle craignait de perdre la garde de l'enfant. Et moi, j'ai obtenu ce que j'ai voulu parce qu'en fait, je n'ai que la pension alimentaire à payer. Mais j'ai dû aller sur Internet, rechercher de la jurisprudence en cours de cassation que j'ai imposé pratiquement à mon avocat qui voulait pas les mettre pratiquement. Et après, en cours même de procédure, il m'a dit: votre femme a essayé de me séduire et tout ça. Bon, il a peut-être cru en fait qu'elle essayait de le séduire, mais comme elle était séduisante par nature, il a cru que ça lui était destiné. Mais vu son physique, je ne suis pas sûr qu'elle aurait succombé. Mais c'était une femme qui était beaucoup plus jeune que toi. Alors, elle avait 30 ans de différence d'âge. Alors, c'est vrai que c'est particulier parce que j'ai pas été vers elle pour son âge, si tu veux. Bon, je la trouvais jolie. Elle aurait eu 10 ans de plus ou 15 ans de plus, c'était pareil. C'est son histoire qui m'a ému et qui a fait que je lui suis venu un peu en aide en même temps. Parce qu'elle était dans des conditions de vie très précaires, quoi. À Saint-Domingue? À Saint-Domingue, oui, parce qu'elle travaillait dans l'hôtel. Mais avant, elle avait vécu, quelques mois avant d'arriver dans l'hôtel, elle a vécu 10 ans avec un gars qui était là-bas à Saint-Domingue et qui avait 40 ans de plus qu'elle. Ah, donc quand je lui ai dit: j'ai 30 ans de plus et que j'en fais un peu moins, elle a dit: physiquement, il n'y a pas de problème. Donc elle se voyait, elle s'est projetée à avoir un enfant avec moi. Pour moi, c'était son but, quoi. Et tout en se disant elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant avec aucun homme. Et probablement pas faute d'essayer, mais enfin bon, ça n'avait pas marché. Puis avec moi, ça a marché. Donc voilà. Et puis,
Elle habite en France, non? Alors maintenant, elle est en France, elle a une carte de séjour, elle est logée par les HLM de la ville, par une association qui s'appelle Droit au logement, qui a priori manage des HLM à loyer modéré. Donc elle habite dans un 3 pièces que j'ai vu, qui est presque flambant neuf, enfin il était réhabilité récemment. Un truc qui, sur le marché, vaut 750 € au bas mot de loyer mensuel, elle paye que 125, quoi. Ah ouais, avec les aides sociales, les APL, et puis le fait que c'est un logement social, elle n'a que 450 à payer. Ça aurait été dans le privé, elle avait 750 à payer. Ok. Et donc, ton fils, c'est un fils, hein, que tu le vois régulièrement? Alors je le vois régulièrement parce que bon, les relations étaient très tendues pendant le divorce, pourries par les avocats, enfin surtout le sien, qui a refusé toutes les tentatives d'arrangement à l'amiable et de machin, qui lui a dit que c'était en fait pour l'avoir, donc. Bon, ça n'a pas marché, mais sitôt le divorce prononcé par le juge, elle n'a pas fait appel, parce que je lui ai dit, si tu fais appel, moi je redemande la garde de l'enfant, et ça c'était une terreur pour elle. Donc elle a dit, non, je ne fais pas appel, donc du coup tout s'est apaisé, et maintenant elle a la garde de l'enfant de façon classique, mais on s'est arrangé, parce que moi, comme je voyage beaucoup, je dis, je ne peux pas venir toutes les 2 semaines faire des fois 300 km pour voir l'enfant une journée. Ouais. Donc les week-ends, une fois sur 2, je te le laisse. Je te laisse en fait tous les week-ends, mais je le prends pendant les petites vacances et les grandes vacances. Ouais. Donc ça compense tous les week-ends où il reste avec elle, quoi. Et alors cette histoire, ça t'a pas découragé de rencontrer des femmes de l'Europe de l'Est? Au début, ça m'a un peu découragé. Je me suis dit qu'effectivement, recommencer toute l'histoire, parce que ça a été les histoires de visa, de formalité auprès des autorités françaises, c'est quand même chiant. On n'est jamais sûr du résultat, en fait. On fait beaucoup de démarches, mais il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc pendant quelques temps, je me suis dit, après tout, je suis célibataire, c'est moi qui ai l'argent, qu'est-ce qu'elle m'apportera de plus? À la limite, je peux toujours aller voir des filles comme ça de temps en temps, mais vivre tranquillement et puis sans me soucier de devoir payer et sans les problèmes qu'apporte malgré tout une femme et peut-être un enfant en plus, parce que il faut gérer tout ça, quoi. Ouais. Donc, et puis... Bon, de fil en aiguille, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu écouté les podcasts, et puis je me suis dit, bon, après tout, si je dois essayer de retenter le coup, c'est maintenant, où je fais encore un peu jeune, plus jeune que mon âge. Après, ça risque d'être trop tard, quoi. T'as quel âge? J'ai 66 ans. 66. Donc on m'a dit quand même que je fais quand même plus jeune que mon âge. Hein, et puis, j'ai essayé des agences aussi pendant la période de divorce ou après la période de divorce, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, quoi. Et notamment chez Mythique, Ruchen Cupid et tout ça. Sur Mythique, en tout cas, donc côté français, c'est niet, quoi. Je trouvais une femme à mon goût sur 1000. Sans taper dans les moins 30 ans d'écart, mais en cherchant dans les 10 ans, 15 ans maximum d'écart, je trouvais personne. Et quand j'en trouvais une, évidemment une sur 1000, moi, je lui convenais pas, quoi. J'avais le crâne rasé ou ça n'allait pas. Et sur Mythique, tu cherchais des femmes de l'Europe de l'Est ou tu cherchais... Non, des femmes françaises, parce qu'il n'y a pas de femmes d'Europe de l'Est sur Mythique. Enfin, il y en a peut-être, mais c'est pas le but, quoi. Si on met les critères, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont sortir, quoi. J'ai vu d'ailleurs que tu en avais une sur CQMI qui habite pas très loin de chez moi, à Verneuil, sur Seine, je crois. Donc j'ai regardé, j'ai failli dire, est-ce que je peux la contacter? Mais bon, elle n'est pas trop à mon goût, quoi. Voilà. Et je m'étais déjà engagé pour venir ici, donc je lui ai dit, bon, chaque chose en son temps, ne courons pas plusieurs lièvres en même temps. Mais bon, côté France, non. Pourquoi? Parce que les femmes sont installées, elles ont leur vie de famille, elles ont leurs enfants, les relations avec leurs ex, elles ne veulent pas bouger. Toi, tu n'as pas forcément envie de bouger non plus. Donc bon, une femme des pays de l'Est, elle est prête à partir. Ouais. Donc,
Tu lui dis, je vais en Normandie, je vais dans le sud de la France, je vais à Saint-Domingue, je vais au Portugal, à la limite, elle te suit. Ouais. Elle n'a pas d'attache, elle n'a rien. Même les attaches qu'elle peut avoir ici, ça ne l'empêche pas de revenir ici de temps en temps pour retrouver. Et puis maintenant, avec les moyens de communication, Internet, Skype et tout ça, le téléphone illimité en France, quand tu as une box, tu peux appeler, je suppose qu'au Canada c'est pareil. Ouais. C'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Hein. Donc je me suis dit, bah, après tout, je vais quand même essayer de trouver une femme dans les pays de l'Est. Ça n'a pas marché avec une, ça va peut-être marcher avec une autre, mais bon, on verra quoi. Puis alors les sites de rencontres, tu as essayé Russian Cupid, tout ça, ces trucs-là? Alors en fait, dans ma vie, j'ai essayé tout ce qui se faisait, parce que je suis resté célibataire très longtemps. Enfin, longtemps, non, parce que j'ai quand même vécu, je ne suis pas un célibataire endurci qui ne connaît pas ce que c'est qu'une vie de famille, quoi, en gros, parce que j'ai vécu 12 ans avec une femme qui m'a trompé à la fin, donc dehors. J'ai vécu 22 ans avec une autre. Alors elle m'a pas trompé, mais bon, à la fin, elle est partie à la retraite, elle voulait pas venir habiter où il y avait ma famille, elle a choisi un autre coin, ça se dit on se verra de temps en temps, et puis ça faisait 22 ans qu'on était ensemble, elle était plus âgée que moi, je la voyais vieillir, et moi, ça me faisait vieillir aussi. Alors je me suis dit, avec une jeune, ça va me redonner de la pêche, on va refaire des activités ensemble, tu vois, alors qu'avec elle, il ne se passait plus rien, à part qu'on se rencontrait de temps en temps. La particularité, c'est qu'on vivait chacun chez soi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a tenu 22 ans, parce que sinon... Ah ouais, ouais. Alors l'avantage, c'est que si tu veux, quand tu veux faire quelque chose, tu fais quelque chose, mais tout ça dans un respect mutuel et une fidélité mutuelle, tu vois. Donc on se voyait le week-end, on se voyait en semaine si on voulait se faire un resto, on allait en vacances ensemble, mais bon... Voilà, donc c'était pas une pression quotidienne. Et finalement, je me suis dit qu'en tant qu'architecte, peut-être que je lancerais le concept d'avoir des petites maisons, tu vois, genre enfin pas duplex, mais symétrique, en gros, où la femme serait dans sa petite maison et toi dans le petit appartement sur le même palier, tu vois, de façon à ce qu'en fait chacun est chez soi, tout en étant à côté, les enfants peuvent aller de l'un à l'autre. Et puis, si toi, tu veux regarder un match de foot ou pas manger à la même heure que ta femme, ben, en fait, ça pourrait peut-être très bien marcher. Parce que je crois que fondamentalement parlant, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai l'impression que les hommes et les femmes, ils sont pas réellement faits pour vivre ensemble, quoi. Tant qu'ils sont amoureux, qu'il y a une passion, comme apparemment enfin, apparemment, je pense que tu dis la vérité, entre toi et Boris là-bas, bon, ça va. Mais dès que l'amour s'estompe et tout, s'il n'y a pas autre chose derrière... soit des intérêts économiques ou culturels ou professionnels, bah, les gens maintenant, ça va pas, allez hop, je divorce. Hein, il y a quand même 50, je crois que c'est 40% dans les campagnes en France, 60% dans les grandes villes. Au Canada, on parle de 70%. La France va y arriver un jour ou l'autre et le Canada sera peut-être à 80%. Quoi. Donc, on va peut-être être obligé d'inventer un autre style de vie. Quoi. Ouais, c'est assez... Non, mais c'est la réalité, en fait. Moi, je vois dans toute ma famille, dans tous les amis, tout le monde est pratiquement divorcé. Donc, en fait, celle avec qui je suis resté 22 ans, elle s'est fait plaquer sur la porte de l'église par son mec au moment du mariage, tu vois. Donc, ça lui a fait un choc. Elle a dit, jamais plus je me marierai. Donc on est restés ensemble, en plus elle était institutrice, elle avait 30 gamins tous les jours qui lui criaient dans les oreilles, elle n'avait pas envie d'en retrouver un à la maison, quoi. C'est aussi la particularité des deux premières, elles n'ont jamais voulu avoir d'enfants, tu vois. Alors moi j'ai dit bon ça me dérange pas, elles étaient bien finalement, on était bien ensemble. Je dis pourquoi pas, ça vient pas, c'est pas fondamental, quoi. Et quand j'ai rencontré cette Russe à l'hôtel et qu'on a discuté, elle m'a dit, moi, j'aimerais avoir un enfant. Et moi, je me suis dit, j'ai pas d'enfant, je vais avoir un pécule, si tu veux, à l'héritage que j'ai reçu de mes parents. Ça va profiter à qui? À mes neveux, à mes nièces, à une donation à une association, ou c'est l'État qui va le récupérer? Bon. Donc, pourquoi pas donner une chance à cette femme-là qui me plaisait, tu vois, qui avait eu la même vie que moi, parce que moi, j'avais été expatrié en Afrique pendant des années. Donc éloigné de ma famille, tout seul, tout le temps, comme elle dans l'hôtel, parce qu'elle disait je vois pas ma famille, j'ai pas les moyens de l'appeler parce que là-bas c'était pas gratuit.
Elle avait 250 ou 300 euros par mois pour vivre, donc, mais elle était quand même nourrie, logée, blanchie, donc c'était pas si mal que ça, au final. Mais bon, elle était dépressive. Alors je dis, moi je claque 400 euros au poker par mois, j'ai pas d'héritier, allez, je lui dis, je vous plais, vous me plaisez, c'est bon, allez, hop, on a tape dans la main et puis c'est fini. Je m'occupe de toi, quoi. En gros, ça a été un peu ça. Bon, je suis quand même retourné là-bas, entre-temps, une semaine ou 15 jours, pour qu'on vive ensemble pendant 15 jours, qu'on voit si ça a marché ou pas. Bon. Ça a été très très difficile parce qu'elle buvait beaucoup. Elle buvait beaucoup, de par sa profession également, parce que là-bas, les hôtels... Là, tu parles de la Russe. De la femme russe, ouais. Elle buvait beaucoup. Elle avait une enfance, déjà une vie très très tourmentée, et puis là-bas, c'est alcool à volonté, tu vois. Donc tous les Russes lui amenaient un verre de vodka orange, gin tonic, machin, toutes les quarts d'heure, toutes les heures, il y avait un gars qui lui apportait, comme il faisait très chaud, elle était à l'extérieur, elle buvait, mais à la fin de la journée, c'était 1 litre d'alcool, tu vois, minimum. Et donc, ça a été assez difficile. Donc, je lui ai quand même dit, si tu viens avec moi, l'alcool, c'est terminé. Tu pues une goutte d'alcool. Et quand elle est venue, elle a tenu, elle a arrêté tout. Parce qu'elle souhaitait avoir un enfant. Et sa mère lui avait dit, écoute, tu as trouvé un mec qui est bien, il s'est occupé de toi, il s'occupe de toi, t'arrêtes tout et tu repars dans le bon chemin. Et, mais tout à l'heure, tu faisais un constat triste sur les relations de couple, mais est-ce que tu penses qu'il y a des différences entre les femmes en Occident et les femmes slaves au niveau de la mentalité? Alors, moi personnellement, d'après ce que j'ai vu, je trouve que les femmes slaves exagèrent un petit peu. Pourquoi? Alors, je pense que nous, toi tu fais beaucoup de podcasts sur les hommes, enfin sur les relations hommes-femmes, machin, et tu pousses les hommes à faire beaucoup de concessions, à faire attention à leur présentation, à, comment dirais-je, à leur façon de se comporter, le bouquet de fleurs. Oui, alors concernant les femmes, entre les femmes françaises et puis européennes et puis les femmes slaves, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... à travers tous tes podcasts, disons, tu essayais d'inculquer aux hommes un certain comportement vis-à-vis des femmes slaves, pas faire d'impair sur offrir un bouquet de fleurs, ouvrir une porte, tous les actes un peu de galanterie de la vie courante, tu vois, bien se présenter, etc., etc. Mais... au final, à travers les contacts que j'ai pu avoir, j'ai le sentiment qu'elles sont assez susceptibles, qu'elles se prennent toutes pour des princesses, qu'il faut qu'on soit pratiquement à leur service, à leurs genoux, voilà. Et tu vois, et d'un côté, quand on écoute tes podcasts au Canada, tu dis les hommes au Canada, c'est pas des hommes, il faut être un homme, les femmes slaves veulent un homme. Et d'un autre côté, quand on arrive ici, tu es toujours à nous dire un peu, voilà, soyez doux, soyez gentils avec elles, faites ci, faites ça. Mais il n'y a rien de l'autre côté. Elles ne reçoivent pas des informations qui pourraient leur dire, attendez. Bon, un homme en Occident, ok, il n'est pas non plus habitué à ça à longueur de journée. On ne va pas ouvrir la porte des voitures à toutes nos femmes à longueur de journée. Quand tu montes les affaires dans le coffre de la voiture, la nana, elle monte toute seule dans la voiture. Tu vois, tu ne vas pas dire, attends chérie, je monte les bagages, je vais t'ouvrir la porte. Tu vois, tu as le gamin à monter, tu as le siège à attacher. Bon, il y a un échange, tu vois. Quand toi, tu oublies... Enfin, je sais pas, les femmes françaises, on sent qu'il y a plus un partage, tu vois, elles n'attendent pas toujours de l'homme que tu sois toujours... Bon, elles aiment bien un bouquet de fleurs de temps en temps, une petite friandise, un petit cadeau, un petit voyage en amoureux, d'accord. Mais j'ai l'impression que les femmes russes, c'est presque un dû, quoi, qu'il faudrait que ce soit presque tous les jours comme ça.
Or, ce ne sera pas tous les jours comme ça. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne en Europe en s'imaginant, il était là pendant une semaine à mes petits soins, les petits SMS, les petits mots doux, les petits smileys et tout. Et puis, arriver en Europe, ça va continuer comme ça tous les jours, parce que le mec, il va aller bosser, il va revenir le soir, il est crevé, il va avoir oublié l'anniversaire, ou il va avoir oublié d'acheter un cadeau. Tu vois, ça arrive. Combien de fois les mecs, ils sont là, ils sont pris dans leur boulot. Ah, j'ai oublié, c'était ton anniversaire. Excuse-moi, quoi, tu vois. Donc, moi, je sais que personnellement, ayant vécu très longtemps tout seul, comme en tant que célibataire, j'ai presque des réflexes, tu vois. Quand je vais m'asseoir sans penser que je suis avec quelqu'un. C'est pas par impolitesse, ni c'est plus par oubli et puis par habitude, tu vois. Parce que quand je suis avec une femme, des fois j'amène au restaurant, bon, effectivement, je lui ouvre la porte, je lui tends la chaise et tout ça, mais j'ai tellement été habitué à être tout seul, à m'asseoir au restaurant, à prendre mon plateau, me servir avec des collègues, tu vois, soit en pension, soit à l'armée, soit avec des collègues de travail à la cantine, que tout ça, ça fait presque plus partie du quotidien quand tu es célibataire. Donc quand tu reviens avec une femme, si tu veux, c'est très difficile de se remettre dans le bain et dire « Ah bah oui, mais attends, t'es plus célibataire, t'es avec une femme, donc faut faire attention à ça, à ça. » Mais pourtant, tu disais avec ta femme russe qu'elle avait eu la vie dure, etc. Est-ce qu'elle était exigeante? Est-ce qu'elle s'est comportée comme une princesse avec toi? Alors, elle, bon, c'est un cas particulier, je pense, parce que je pense que peut-être que dans sa tête, elle voulait avoir un enfant et qu'elle n'avait pas envie de faire sa vie avec moi. Mais elle m'avait trouvé relativement bien physiquement. Elle s'est dit, bon, au niveau de la physique, ça devrait aller, quoi. Sexuellement parlant, ça marchait très très bien, quoi. C'était voilà, c'était très bien. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, elle faisait tout pour avoir un enfant. Et quand elle a eu son enfant et qu'elle a pu partir en Russie, toute seule, elle est partie enceinte en Russie. Et quand je lui ai dit, mais elle me dit, je pars 2 semaines, t'inquiète pas, je pars 2 semaines. Plus de coup de fil. Je l'appelle, je lui dis, mais ça fait 3 jours, tu m'as pas appelé, t'es bien arrivé et tout, qu'est-ce que ça va? Oui, je voulais te dire, bah, je reste en Russie, je retourne plus en France. On n'était pas mariés à l'époque. Donc, elle restait avec l'enfant là-bas. Et puis, elle a accouché là-bas, 6 mois après. Et puis, je l'ai convaincue de revenir en France et de m'épouser pour assurer un avenir au gamin. Ouais. Parce que je lui ai dit, attends, il est russe, tu vas rester en Russie. Dans 15 ans, c'est le service militaire en Russie. C'est 2 ans de service militaire, 3000 morts par an en temps de paix. Alors, il y a des femmes russes qui manifestent tous les jours en Russie pour demander où sont passés leurs enfants. Ouais. Hein, brimade, tout ça. Alors je lui ai dit, c'est ça que tu veux... Et puis elle a rencontré le Pope, et elle s'est effondrée devant le Pope. Ils ont discuté 1 heure, elle m'a raconté ça après. Le Pope, c'est le curé de l'église orthodoxe, quoi, parce qu'elle était un peu croyante. Et donc elle a été à l'église, et puis à l'église elle s'est effondrée, comme si elle avait reçu un message, enfin un truc. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis effondré en pleurs, tout le monde est venu voir, vous voulez voir le Pope? Elle a dit oui. Il a discuté avec elle pendant 1 heure et il lui a dit, vous avez un gars qui a priori est sérieux, il s'est occupé de vous, il vous a payé des visas, des billets d'avion, il vous entretient depuis 1 an ou 2, et puis vous partez avec le gamin comme ça, retournez en France. Et donc elle est revenue en France avec l'enfant, et c'est là qu'on s'est mariés. Mais du fait que j'avais un enfant, les formalités se sont très bien passées. D'abord, j'ai fait toutes les formalités pendant un visa Schengen. Ouais. Je n'ai pas demandé un visa pour se marier, parce que ça aurait pu être refusé au départ. Donc elle est venue en tant que touriste. Je l'ai fait venir avec tous ses papiers russes nécessaires pour le mariage. Je les ai fait traduire en France par un traducteur assermenté. On a déposé les bandes à la petite mairie où je connaissais le maire. Lui, il a vu que c'était pas un mariage gris ou blanc ou quoi que ce soit, quoi, que j'avais le droit de me marier, parce qu'il faut savoir que les lois ne peuvent pas t'interdire de te marier. Et quand on s'est marié, bah, c'était fini après, parce qu'elle était femme d'enfant français, puisque l'enfant, avant qu'elle vienne en France pour le mariage, j'avais été en Russie
pour transcrire l'acte de naissance de l'enfant russe sur l'état civil français. Donc il est venu avec son passeport français, tu vois. Bien qu'il ait 6 mois, il avait son passeport. Et donc, enfant français, parents d'enfants français, à la préfecture, j'ai donné les papiers, j'ai même fait ce que personne ne fait, comment dirais-je, un test ADN pour m'assurer que mon fils était bien de moi. Parce que je me suis dit, elle était partie plusieurs fois comme ça, est-ce qu'il est bien de moi au final, tu vois? Et pour couper court à tous les candidatons qui pourraient se dire, tu vois, aussi. Parce que plusieurs fois, on m'a dit, ouais, mais elle est partie plusieurs fois, elle dit qu'elle est enceinte, t'es sûr que c'est ton fils? J'ai dit, j'ai fait faire un test ADN. Donc là, plus personne, tu vois, n'a émis le moindre doute. Et vis-à-vis des autorités françaises, j'ai glissé le test ADN dans les documents. C'était interdit en France de faire ça. Tu peux pas prouver qu'un enfant, enfin théoriquement, l'État français n'exige pas des parents qui disent c'est mon enfant de prouver par un test ADN. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le monde peut venir avec des faux papiers en disant c'est mon fils, machin, alors que c'est pas leur enfant. Donc moi c'était réglo et j'ai eu les papiers sans problème, quoi. Mais on est quand même stressé parce qu'on se dit toujours s'ils refusent, parce que même après le mariage, il y a une personne de l'État, enfin de la préfecture, qui m'a dit il faut que votre femme rentre en Russie, que vous redemandiez un visa pour revenir pour vie familiale, vie privée. J'ai dit attendez, on est mariés, on a un enfant ensemble, je ne vais pas la renvoyer en Russie au risque qu'elle puisse pas revenir, quoi. J'ai dit non, moi je vous donne tous les papiers et puis. Et alors si on arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça s'est passé il y a combien d'années, ton mariage? Le mariage, ça a démarré en 2012 et le divorce a été prononcé, la fin de la procédure, en 2017, juillet 2017. Ah, okay, donc c'est récent. C'est assez récent, mais si tu veux, le mariage, pour moi, il était terminé déjà 2 ou 3 ans avant, quoi. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu cherches une femme ukrainienne? Alors, je me suis plus penché sur les femmes ukrainiennes pour éviter les problèmes de visa. Ouais. Parce que je me dis que avant de se marier, il faut quand même qu'on se teste, qu'on vive ensemble. C'est que ce serait stupide de se marier sans vivre un certain temps ensemble, ne serait-ce qu'un mois, voire peut-être plus. Donc, il y a 2 solutions. Si la femme travaille en Ukraine, si je veux pas qu'elle perde son travail, sa vie quotidienne en Ukraine, si au cas où ça marcherait pas, c'est à moi de venir en Ukraine. Comme je suis retraité, je peux le faire. En plus, avec mon salaire, ici, on vit bien, hein, avec un salaire de retraité français. Si par contre, il y a une autre solution, c'est qu'elle vienne en France pour connaître l'environnement dans lequel elle est susceptible de vivre, et en même temps, prendre des vacances. Parce qu'il n'y a que pour pas perdre son emploi et sa vie en Ukraine. Et après, si on se plaît, bon, à ce moment-là, il faudra qu'elle franchisse le pas, qu'elle abandonne tout ici, qu'elle vienne en France pendant quelques mois, dans le cadre d'un visa, et puis qu'on régularise la situation. J'ai pas encore trop vu comment, mais probablement un peu de la même façon, c'est-à-dire que j'envisage de me marier sans rien dire à personne, avec tous les papiers. Une fois qu'on est marié, on dit aux autorités, on est marié, voilà. Et puis, ils vont pas nous rejeter, parce que d'abord, l'Ukraine et la France entretiennent de bonnes relations. C'est moins tendu qu'avec la Russie. D'un autre côté, voilà. Puis, alors toi, tu as choisi un pack 1, tu as fait 2 rencontres, mais tu avais des critères très précis, donc est-ce que tu peux partager un peu tes critères? C'est quoi le... Alors en fait, de pack 1, oui, j'ai pris la solution pack 1,
Et au début, le PAC 1, tu me disais, on contacte une adhérente, et l'adhérente, si elle dit oui, voilà, tu fais les relations, tu continues les relations avec l'adhérente qui dit oui. Si elle dit non, on t'envoie, tu as le choix à une autre adhérente. Donc j'ai été refusé 3 fois au début. Et là, Boris Lavatte a dit à Jean-Luc qu'ils prennent plusieurs adhérentes en même temps. Donc en fait, j'ai fait 3 PAC 1, côte à côte, mais je ne suis pas passé au PAC 2. Au final, ça coûtait pratiquement le même prix que le PAC 2, si tu veux. Bon, mais j'ai présenté 3 autres personnes en me disant il y en a 2 qui vont être au moins qui vont dire non, et en fait les 3 ont dit oui. Alors je me suis retrouvé à payer 3 PAC 1, tu vois. Donc, mais bon, je me suis dit je vais quand même partir comme ça. Alors il y en avait une de CQMI, la deuxième était d'une autre agence. Donc avant de partir, ça remonte à 1 mois à peu près, j'ai communiqué, j'ai eu des relations par Viber avec la première, quoi. Et puis ça marchait très bien, tout marchait bien, quoi. Mais on freinait un petit peu, d'une part parce qu'on attendait d'avoir la visite, la rencontre de visu, qui est toujours fondamentale, et j'avais une deuxième éventuellement rencontre dans la semaine. Et parce que tu en as annulé une sur les 3. Et quand ça marchait tellement bien avec la première que je me suis dit, bon, je vais tester la seconde, mais j'étais même prêt à annuler la seconde tellement ça marchait bien avec la première. Donc j'ai quand même annulé la troisième, parce que je ne voulais pas courir trois lièvres en même temps. Et je suis resté comme ça. Et la rencontre avec la première a eu lieu. Ça s'est très bien passé. Et puis le lendemain, elle m'a envoyé un SMS. Bon, enfin, c'est vous qui m'avez dit que vous ne vouliez pas poursuivre. Moi, j'ai quand même renoué en lui disant, bon, je vais rencontrer la deuxième fille, je l'avais tenue au courant dès le début. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour ne pas renouveler mes erreurs? Et là, elle m'a déballé toute une série de problèmes, enfin de points qu'elle n'avait pas aimés. Ah oui? Oui, mais des futilités, des futilités. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, elle a dit qu'elle n'avait pas aimé le reste. Est-ce que le son marche? Oui. Ouais, tu l'as dit. Oui, je regarde. Ok. Qu'est-ce qu'elle a pas aimé? Alors en fait, elle n'avait pas aimé le restaurant. Mais sa sortie du restaurant, elle m'a envoyé un texto, arrivé chez elle, je n'ai pas aimé le restaurant. C'était quoi comme restaurant? C'était le Chicken Kiev, que t'es pas trop mal, mais on y a été un samedi soir, et les restaurants le samedi soir à Kiev, au centre-ville, ils sont tous bondés. Donc tu as des gens à 50 cm, si tu veux, de toi, ou à 1 mètre, et quand tu parles de ta vie privée ou de machin, c'est un peu délicat. Ah ouais. Bon, donc elle n'avait pas du tout aimé. Ensuite, qui avait choisi le restaurant? C'était l'assistante. C'est l'assistante? Alors moi je lui ai dit, moi c'est pas moi qui choisis, c'est les assistantes. Elles ont le QG à l'hôtel ici, et elles prennent tout autour du lieu où sont tous les hommes, quoi. Ça c'est pas de ta faute, alors elle aurait pu comprendre que c'était pas de... Mais je lui ai dit. Ensuite, elle a dit, tu t'es pas assis en face de moi. Alors, déjà, l'assistante voulait me faire asseoir à côté d'elle. Mais quand on est à côté, on ne se voit pas. Je préfère être devant pour la voir, tu vois. Et en fait, l'assistante, d'habitude, elle me dit, moi, je préfère être devant vous, et enfin, devant comment dirais-je? Vous devez être devant la fille, oui. Et moi, je me mets à côté de la fille, mais bon. Alors, le problème, c'est que ce soir-là, j'avais ma valise, j'avais un sac, j'avais ma grosse parka. Et quand je suis arrivé le premier à la table, j'ai tout posé en vrac sur une partie sur une chaise, si tu veux. Et puis elle s'est assise en face de la valise et de la parka. Donc du coup, moi j'étais légèrement de biais, mais enfin c'était pas fondamental parce que je la voyais, quoi. Aussi bien que il y avait l'adhérente là, elle était là. Que tu fasses ça ou ça, ça changeait rien, tu vois. Après, je leur propose du vin. Je dis, vous voulez prendre du vin? L'assistante me dit non, parce que moi je conduis, je ne veux pas boire de vin. Moi je dis, moi j'en prendrai pas, c'est le soir, bon, j'en prendrai peut-être pas. Je lui dis, tu veux du vin? Et elle me dit non. Mais je dis, mais vous pouvez prendre un verre de vin, simplement, parce que pour l'assistante, un verre, c'est encore acceptable, même pour conduire. Ah non. Alors tout le monde me dit non, moi du coup j'insiste pas. Et après elle me dit, tu aurais pu me proposer un verre de vin. Mais je dis, je te l'ai proposé.
Oui, tu me l'as proposé, mais tu as dit que tu n'en prendrais pas. Donc, puisque tu n'en prenais pas, je ne pouvais pas en prendre. Alors là, moi, j'ai dit, je ne suis plus, tu vois, parce que il ne faut pas qu'on soit toujours là, proposer, elle ne propose rien, et puis si on propose mal, on se fait déglinguer, quoi. Ouais. Parce qu'elle aurait pu me dire, moi, j'aurais bien pris un verre de vin. Je lui ai dit, si tu avais dit ça, moi, peut-être que j'en aurais pris un pour t'accompagner, et puis peut-être que finalement, l'assistante en aurait pris un. Mais comme personne n'en voulait, bon, moi, je n'ai pas insisté, quoi. Alors, une autre gaffe, alors monumentale que j'ai fait, mais je m'en suis après aperçu le lendemain, c'est que l'assistante a pris un poulet puré, comme moi, et elle a pris un potage. Bon, alors, la commande est passée, on s'en va, on a nos 3 bouteilles d'eau, on discute, on part dans des discussions très enflammées, passionnées et tout. T'as oublié de lui commander quelque chose d'autre? Bah oui. J'arrive le lendemain matin, je me dis, mais elle a mangé un potage, il y avait 4 cuillères à soupe de potage et un verre d'eau. Alors si elle est retournée au boulot en disant, j'ai bouffé avec un Français au restaurant, il m'a offert une soupe, un verre d'eau. Alors tout de suite, j'ai envoyé un SMS, sur Viber, j'ai dit, écoute, franchement, je suis désolé. On était tellement bien ensemble, on discutait, moi j'avais mangé mon poulet, j'avais même du mal à le finir, tu vois, parce que j'étais quand même un peu noué, quoi. On n'est pas non plus dans son état normal. Mais elle m'a dit, bon, j'ai compris, elle n'a pas trop insisté là-dessus. Elle a dit, oui, j'ai vu que tu avais oublié. Mais là aussi, je lui ai dit, tu aurais pu me demander, tu aurais pu me dire, bah écoute, est-ce que je peux prendre autre chose, ou tu vois, un dessert, ou un café, ou tout ça. Non, rien, elle disait rien. Alors moi, je parlais, et puis finalement... Alors après, bon, c'est vrai que tu nous avais dit, ce serait bien que vous ayez une petite liste de questions au cas où il y a un blanc pour, tu vois, agrémenter la conversation. Mais moi, je suis venu avec 2-3 pages. Elle a pris ça pour un questionnaire. Alors, je lui ai dit avec l'assistante, on prend ça pour un jeu. Moi, je vous dirai également quelle est ma position par rapport à tel ou tel sujet, tu vois. Donc, on a agrémenté toute la discussion là-dessus, et puis elle a dit, faut pas questionner les gens comme ça. Bon, c'est pas un examen. Mais j'ai dit, c'était pas. C'est un examen sans être un examen. Il faut qu'on se comprenne, qu'on s'entende. On a 2 heures pour le faire. C'est pas du speed dating, mais voilà, c'est quand même. Ça a duré 2 heures? Bah oui, on a passé 3 heures même, 1 heure avec l'assistante avant et 3 heures de trucs. Alors, elle n'a eu que des choses comme ça. Alors moi, je lui ai dit après, écoute, ça pour moi, c'est futile, tu vois. Ouais. Ce qui comptait, on a discuté pendant 3 semaines. On était d'accord sur le respect mutuel, sur la loyauté, sur la fidélité, sur les relations profondes entre couples, sur les relations sexuelles, sur tout. Et tu me jettes parce que j'ai pas proposé comme il faut un verre de vin, je me suis pas assis en face de toi, alors que je t'ai offert quand même, bon, hormis le bouquet de fleurs, mon bouquin que j'avais fait, tu as dit que j'avais pas fait attention à toi. Mais je t'ai mis le bouquin, je t'ai fait une clé vidéo, enfin une petite clé USB avec tous les morceaux de musique qu'on avait, sur lesquels on avait discuté, que tu adorais. Je t'ai ramené une cassette du film Out of Africa, la musique du film Out of Africa, parce que pour moi c'est le meilleur de tous les films que j'ai vus, et toi tu avais bien aimé aussi. Je dis, moi, je ne sais plus quoi faire, quoi. Donc, et quand j'en ai discuté avec l'assistante le lendemain ou le surlendemain, quand j'ai rencontré la deuxième jeune femme, elle m'a dit, non, celle-là, elle est trop susceptible, quoi. Et puis, c'est... Ouais. Alors, il y a peut-être d'autres raisons derrière. Oui, on ne sait pas. C'est un problème de compatibilité. Mais pourtant, on s'entendait très très bien sur tous les SMS. Un reproche que j'ai entendu, moi, c'est qu'elle sentait que tu étais peut-être un peu trop contrôlant, que tu voulais la contrôler. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi, je veux dire que contrôlant, je pense qu'elle s'est peut-être fait une idée. Parce que toi, tu es un ancien militaire. Hein. Non. J'ai été à l'armée, j'ai fait mon service, mais je ne suis pas un ancien militaire. Tu aimes quand les choses sont... En fait, de par mon métier, si tu... quand même très organisé. Oui, parce que j'étais ingénieur études de prix. Donc, ingénieur études de prix, ça consiste à chiffrer le coût d'une construction. Donc, en gros, on t'amène un dossier qui est des fois haut comme ça, tu vois, de plans, de pièces écrites et tout ça, et on dit dans 2 mois, vous me remettez le prix de cet immeuble.
Donc tu as intérêt à être très organisé, très méticuleux, parce que tu gères un certain nombre de personnes, des bureaux d'études et tout, qui sont eux-mêmes plus importants. À la fin, ça représente des sommes astronomiques, parce que des fois, une société va dépenser 200, 300, 400 000 euros en frais d'études sur un truc. Si le jour J, tu arrives et dis « Ah, monsieur le directeur, j'ai pas terminé », à 1 minute près, on est jeté. On ne peut pas remettre notre prix. Les appels d'offres, c'est tel jour, telle heure, avant midi ou tu vois. Ouais. Donc, ça te fout un stress pas possible. Et il faut que tu gères tout, que tu contrôles tout. Dès qu'il y a quelque chose qui part de travers, il faut tout de suite trouver un chemin pour rétablir la situation. Alors, c'est vrai que tu fais ça toute ta vie, si tu veux. Après, tu as tendance à planifier les choses. Moi, quand j'engage une relation avec, et là même avec la nouvelle, si tu veux, je planifie jusqu'après ma mort. C'est-à-dire qu'en fait, je m'assure que je vais pouvoir laisser à ma famille, à ma femme ou à mes enfants, une situation viable, confortable. Et quand j'en ai parlé à la seconde que j'ai vue hier, elle m'a dit « chapeau ». Alors que toutes les autres et ma femme, elles me faisaient ça. Ma femme m'a dit « mais attends, tu planifies, demain tu ne sais pas si tu seras mort, alors à quoi ça sert de planifier ?» Ah, donc la femme que tu as rencontrée hier, qui vient de Khmelnytsky, là, ouais. Ton partenaire, elle est beaucoup plus organisée. Elle a aimé cet aspect-là de ta personnalité. Elle déjà, elle a une profession, disons, plus sérieuse. La première était manucure, elle est dentiste. Donc bon, déjà, elle a fait des études et tout. Elle a commencé par me dire, je viens de m'acheter un appartement à Khmelnytsky, dans le centre-ville, où mon enfant, pour aller à l'école, il y a les supermarchés, il y a tout. Donc, tu vois, elle venait d'acheter quelque chose. Et apparemment, elle en était fière, quoi, parce que tout le monde, une femme n'a pas forcément les moyens d'acheter un appartement. Ouais. Alors, déjà, j'ai trouvé que c'était une preuve de sérieux, tu vois, bon. Et quand, moi, elle a tout de suite engagé presque la conversation, après avoir discuté sur le livre que je lui avais offert, et les photos et tout ça, elle a tout de suite dit, mais vous gagnez combien? Elle t'a posé la question? Ah oui, oui, vous gagnez combien? Est-ce que votre salaire va vous permettre d'entretenir une famille, de pourvoir à nos besoins? Elle a posé tout un tas de questions sur ma mère, où habitait ma mère, quel âge elle avait, si elle avait des domestiques, si elle avait une cuisinière, si c'est elle-même qui faisait la cuisine, si elle avait des jardiniers pour entretenir le jardin, parce qu'à 84 ans, elle s'est dit qui c'est qu'entretient la propriété, tu vois. Alors je ne sais pas si elle a posé ça avec l'arrière-pensée en se disant bon, il m'emmène pas là-bas pour servir de domestique, ou si elle disait ben, ma famille a des domestiques, donc un certain niveau de vie, est-ce qu'ils ont des niveaux de vie? Si nos niveaux de vie correspondent, c'est bon. Comme on faisait un peu autrefois quand on se mariait. Ouais. Les bourgeois se mariaient entre bourgeois, les ouvriers entre ouvriers, etc. Et j'ai ressenti ça, tu vois. Et j'ai dit à Miroslava que pour moi, je trouvais que la démarche était très bonne. Parce que l'amour, c'est une chose, mais si c'est basé sur des intérêts, pardon... Mais elle a quel âge, cette femme? Elle a 43 ans. Donc il y a 23 ans d'écart. Et je lui ai posé la question de l'âge. Enfin, non, je ne lui ai pas posé la question de l'âge. Elle connaissait, elle m'a vu. Alors, je me méfie toujours, hein, parce que bon, les femmes, ils peuvent faire comme la première, m'avait fait aussi des beaux sourires pour me dire le lendemain, c'est fini. Mais quand elle est arrivée, je lui ai dit, est-ce que mes photos correspondent à ce que vous avez vu sur le site, ou est-ce que je corresponds aux photos que vous avez vues sur le site? Ouais, ouais, c'est parfait, et tout ça. Donc, bon, déjà de ce côté-là, c'était réglé, quoi. Je lui plaisais, elle me plaisait, elle correspondait aux photos. Donc jusque-là, il n'y avait pas de problème. Et puis après, sa démarche, j'ai trouvé, qui en fait allait à l'encontre de ce que tu avais dit, ou que Miroslava m'avait dit, en disant surtout on ne parle pas d'argent à la première rencontre. Mais elle lui avait dit, comme elle était timide, n'hésitez pas à poser des questions. Et là, elle a posé des questions, tac, tac, tac. Alors au cours de la rencontre, bon, il y a eu des... Toi, ça t'a pas dérangé qu'elle te pose des questions? Moi, ça ne m'a pas dérangé, moi, au contraire.
Et puis je lui ai montré tout ce que je faisais, mais ce que j'avais comme hobby, parce que il faut aussi les mettre en condition, leur montrer dans quel contexte elles vont vivre, quoi, si elles aiment ou pas, quoi. Oui, donc vous êtes probablement plus compatible avec cette femme de Melinski, en fait. Ouais. Pour le moment, ça va. Elle est ressortie du truc en disant oui, il n'y a pas de problème. Puis là, tu avais choisi un bon restaurant. Ah ben, Miroslava, on avait pris un autre, parce que, je sais pas... Bah, on était au calme, on était tout seul dans une petite pièce comme ça, tu vois, il y avait un salon, enfin 2 salons, mais avec nous, on était tout seul. Donc c'était une petite pièce à part, enfin pas vraiment à part, parce qu'il y avait, mais une alcôve, hein, disons. Donc on a pu parler, on n'a pas été dérangé, personne n'est venu à part le serveur. Donc là, ça s'est bien passé. Elle n'a pas eu beaucoup de temps à m'accorder parce que tout de suite elle a dit j'ai un séminaire à faire, il faut que j'y aille, je n'ai que 2 heures à vous accorder parce qu'après je vais là-bas et j'ai mon train à prendre à 5 heures ou un truc comme ça. Donc elle est partie à 2 heures et en fait à la fin elle a raté son train. Mais bon, la pauvre, elle arrive en pleine nuit, après ce qu'elle m'a dit, ça a dû être une journée assez pénible, quoi. Mais bon, là on a... Attends, elle avait un séminaire ici à Kiev. Ouais, en même temps, donc elle est venue pour son séminaire, en même temps pour moi, quoi. C'est pour ça qu'elle a fixé le 27 au niveau de la date, alors que j'arrivais le 22, c'est parce qu'en même temps, elle allait à une réunion à son séminaire, quoi. Okay. Enfin, c'est peut-être pas un séminaire, c'est peut-être un salon de dentiste, quoi, parce qu'elle m'a dit j'ai du matériel à acheter, donc il faut que j'aille voir ça. Elle va pas forcément venir le 23 pour revenir le 27, si tu veux, c'est normal. Elle se paye des heures de train, machin. Bon, d'un autre côté, moi je suis pas à 31 € près, hein, c'est pas, ou 30 € près, quoi, c'est pas le problème. Ça a coûté 30 € pour le déplacement? Ouais, elle a pris 30 €. Ouais, bon. Ok. Donc c'est pas... Ouais, mais quand même, moi ça m'aurait... Bon, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être passer plus de temps avec elle l'après-midi, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'elle va revenir comme ça? Ben, en fait, au cours de la discussion, je lui ai dit, mais alors, moi, si je viens en Ukraine, ça va être très difficile. Si je vais dans ma vie, vous travaillez, vous avez votre fils, elle a un enfant de 5 ans, donc du même âge que le mien. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a accepté, parce qu'on a 2 enfants du même âge. Ah, oui. Donc, c'est pour qu'ils jouent ensemble. Quand je lui ai montré les vidéos là tout à l'heure que je lui ai envoyées, elle m'a dit ils ont les mêmes jeux. J'ai dit oui, c'est normal, c'est pour ça que je vous ai choisi. Je lui ai pas dit pour des questions d'économique aussi, parce que quand tu achètes un truc, les deux s'en servent, tu vois. Quand il y a des différences d'âge, bah, tu as 2 fois les frais, quoi. Si tu fais un vélo, tu achètes un vélo, une poussette, une trottinette, ils jouent tous les deux, l'un avec le vélo, l'autre avec la trottinette. Mais bon, enfin là je plaisante, mais ils seront du même âge. En plus, mon fils, il parle russe un petit peu, donc il va comprendre tout de suite, tu vois. Ah ouais. Mais alors, elle m'a dit, j'ai prévu de partir en Égypte avec mon fils au mois d'avril. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous avez pris les billets d'avion, les billets d'avion, pas les... Alors, elle m'a dit, non, pour le moment, je n'ai rien fait. Mais donc, elle m'a dit, mais je pourrais peut-être aller en France, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de prévu, tu vois. Moi, aller en Égypte avec tout ce qui se passe, les attentats qu'il y a eu, je ne suis pas très chaud d'aller en Égypte. Même pour elle, d'ailleurs, je serais un peu inquiet qu'elle aille là-bas, parce que c'est toujours risqué, hein, malgré tout. Il y a des bus qui se sont incendiés régulièrement, avec des touristes dedans. Alors, tant qu'on n'est pas touché, on le dit, c'est pas machin, mais il y a un risque, c'est quand même des pays à risque, quoi. Ouais. Alors, elle voulait aller au soleil et tout ça, c'est vrai que... J'aurais préféré qu'elle vienne en France avec son fils, quoi. Mais le problème, j'ai déjà eu un cas d'une rencontre avec une femme qui avait un enfant. Et j'ai voulu jouer le rôle, enfin comment dirais-je, j'ai voulu jouer l'enfant, c'est-à-dire associer tout de suite l'enfant aux relations qu'on pourrait avoir avec la mère, tu vois. Essayer de séduire l'enfant avant de séduire la mère. Ça a été un fiasco total, parce que l'enfant m'a rejeté depuis le début. Et elle a tout fait pour gâcher la journée qu'on a passée ensemble. Mais gâcher, tu vois, au restaurant, je veux de la viande. Après, la viande arrive, ah non, je veux du poisson. Et puis, non, mange ta viande. Elle se roulait par terre, elle hurlait dans le restaurant. Impossible, les gens, tout le monde se retournait, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été...
Avec une femme Non, non, c'était avant une femme française, quand j'étais jeune, au début. Donc je me suis dit, là, il vaut peut-être pas, il vaut peut-être mieux qu'ils ont laissé l'enfant, le mien comme le sien, de côté pour le moment, parce que si ça marche pas entre nous, c'est pas la peine d'associer l'enfant et de compliquer les relations. Oui, tu as tout à fait raison. Donc elle m'a dit là, dernièrement, qu'elle prenait des vacances le 29 avril. Ouais. Donc en fait, la porte est ouverte, elle peut venir soit en France, parce que je crois qu'on a dû lui dire, écoute, si tu as trouvé un gars, l'enfant, je m'en occupe, il peut rester avec sa grand-mère ou sa main, tu vois, jouer, et toi, fais ta vie, et après, il sera toujours temps de faire venir l'enfant ailleurs. Parce qu'elle, elle a des vacances là, après ça va être en juillet. Je veux dire, il faut pas trop tarder, il faut battre le fer quand il est chaud aussi, parce que les échanges par SMS, ça va un moment, au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire, quoi. Donc. Et est-ce que tu regrettes d'avoir annulé la 3e rencontre? Non, je regrette pas, parce que celle-là a l'air de marcher. Et puis la 3e, en fait, bon, je l'avais déjà presque écartée avant de la prendre, quoi, si je puis dire. Mais comme je l'avais sélectionné sur mon site dans mes favoris, vous l'avez passé comme vous l'avez recherché automatiquement, et elle a dit oui, donc bon, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pensé que celle-là, la dernière, la 3e, c'était le genre de femme qu'il me faudrait. Parce que moi j'ai voyagé beaucoup, hein, j'ai fait 41 pays. J'ai vécu 12 ans à l'étranger, en Afrique noire essentiellement, mais un peu, j'ai voyagé pour mon travail un peu partout dans le monde. Et cette femme, elle avait fait 65 pays. Et tu l'avais pris en vidéo, elle faisait des sports extrêmes, elle avait dormi dans la brousse, elle faisait du camping, et moi c'est un peu ce que je fais de temps en temps. Tu vois, je vais camper un petit peu, je vais faire des marches, j'ai essayé de tenter les chemins de Compostelle, enfin bref. Donc quand j'ai vu ça, et vu sa vidéo, je me suis dit, voilà, ma mère serait derrière moi, elle me dirait, ben voilà, c'est cette femme-là qu'il te faut. Et en fait, après, j'ai vu qu'elle était guide professionnelle, donc c'est pour ça qu'elle voyageait beaucoup. Et comme elle disait qu'elle avait toujours envie de voyager, je me suis dit, elle va continuer sa profession de guide. Donc elle sera toujours partie par Mont et par Vaux. Et moi, je vais faire quoi? Je vais l'attendre. Elle va partir avec des groupes d'hommes comme ça partout dans le monde, et puis moi je vais l'attendre. Non. Ah bah moi c'est ce qui me vient à l'esprit. Quand une femme elle te dit je suis guide professionnel et puis je vais continuer à voyager comme ça parce que j'adore les voyages, tu te dis bah ouais mais moi je vais pas pouvoir suivre, je vais pas faire des voyages non plus. Ça c'est une supposition. Bon, enfin, toujours est-il que, voilà, j'ai préféré m'en tenir à 2. La première, je pensais que ça allait marcher, puis finalement, ça n'a pas marché, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, puisque l'autre, bah, me convient aussi. Alors, tu vas dire, ok, il y a 23 ans d'écart d'âge, mais c'est les circonstances qu'on fait ça. Elle aurait pu avoir 10 ans de plus, ça changeait rien, quoi. Pour moi, c'était les critères qui sont derrière. L'âge... Ok, mais j'ai vu dans le site des femmes plus jeunes qui ne me plaisaient pas, tu vois. Donc le critère d'âge... Parce que là, il y a les assistantes qui arrivent. Putain, on a fait 1 heure déjà, ça va vite. Avec moi, on ne s'ennuie pas. Je peux te tenir encore 2 heures, hein, c'est pas un problème. Dernière question. Toi, t'étais en PAC 1, mais t'as fait... Bah, c'est 3 PAC 1, quoi. Ouais, en fait. Je veux dire, t'as fait comme un voyage de groupe, puisque t'étais là avec nous quasiment tout le temps. Bah, en fait, bon, au début, tu m'as dit, bah oui, mais pourquoi tu restes pas avec nous et tout. Bon, d'abord, moi, j'avais pris un autre hôtel, hein, parce que je connaissais quelqu'un à Kiev, et je pensais aller loger peut-être chez cette personne-là. Ouais. Et puis, elle m'a pas donné signe de vie pendant 1 mois. Et j'ai donc pris un hôtel pas cher parce que je me suis dit si jamais je la vois et tout ça, je vais peut-être pas rester à l'hôtel où je suis. Je pensais pouvoir annuler en cours de route, mais en fait quand je suis arrivé ils m'ont fait payer toute la semaine. Donc du coup j'étais coincé. Elle s'est manifestée, mais finalement je l'ai pas rencontrée, quoi. Bon, c'est une femme qui est assez bizarre, donc j'ai pas insisté. Et je me suis efforcé de venir au petit déjeuner pour vous voir quand même, mais je voulais pas interférer, tu vois, dans le groupe,
parce que j'avais pris un pack 1. Ouais. Et j'ai dit, ce serait malhonnête vis-à-vis des autres, si tu veux, si je profitais en gros des mêmes avantages du groupe, sans en avoir payé le coût, si tu veux. Donc vis-à-vis, je voulais être honnête avec toi et avec les autres. Mais je me suis dit, bon, je peux venir prendre un petit déjeuner à table, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je traîne dans le hall de l'hôtel, on se rencontre comme ça, mais je veux dire, je ne pense pas avoir interféré dans la vie du groupe, si tu veux. Ouais. Bon. Ah ouais, t'as été respectueux. Et qu'est-ce que tu as pensé du groupe, justement? Le voyage de groupe, finalement, a l'intérêt que déjà, tu rencontres des Français, tu parles français, tu as des gens qui sont dans la même situation que toi, qui cherchent la même chose. Donc, il y a une convivialité, on se donne des conseils, on s'écoute les uns les autres. Bon, on peut en consoler un, à la limite s'il a une petite déception. Alors que quand tu es tout seul et puis qu'éventuellement, tac, tu te prends des claques, bon, moi, j'en ai pas pris parce que j'ai 66 ans, j'ai un vécu, tu vois, j'ai relativisé. Je ne venais pas là en me disant je vais trouver la femme de ma vie. Je venais là en disant peut-être que je vais trouver. Si je trouve, tant mieux. Si je trouve pas, après tout, moi je suis pas en situation dramatique, quoi. Donc voilà. Même si la deuxième me disait non, bon bah ok, je serais déçu, mais j'aurais essayé et puis voilà. Mais la première a dit non, la deuxième dit oui. Globalement, si ça continue, c'est une réussite. Et puis, mais le groupe, c'est vrai que ça a un intérêt, c'est que, bon, voilà, c'est la vie de groupe. Des Québécois aussi. Genre, bah oui, des Québécois. Je les ai charriés de temps en temps, j'espère qu'ils ont pas mal pris, mais enfin bon. Au départ, tu étais plutôt... hostile au groupe, finalement. Alors, oui. compris que le groupe, c'était quand même quelque chose... Alors, le groupe est important, si tu veux, mais par contre, j'aurais pas pris... Bon, je vais être franc, c'est une question de tarif. C'est pas que c'était peut-être trop cher en soi, hein, parce que on t'entend souvent parler finance. Alors, comme je te l'ai dit d'ailleurs, c'est toi qui fixes les prix. On paye ou on paye pas. Ouais. Mais si tu proposes, je dirais, un kilo d'orange à 3 €, enfin, ou à 1 €, faut pas reprocher aux gens de t'avoir acheté le kilo d'orange à 1 € et de pas avoir pris le kilo d'orange à 10 €. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ou les 2 kilos à 10 €. Et là, c'est un peu ce que je t'ai reproché un petit peu dans tous tes podcasts, c'est que tu avais tendance un peu, sans peut-être t'en rendre compte, à critiquer les vieux qui prenaient des packs 1 qui réussissaient pas et que ça coûtait cher à Boris Lavaille et à toi parce que vous passiez du temps. Ouais. Moi, j'ai dit, si le pack 1 il n'est pas au bon prix, mais le à 500 € s'il faut, on prendra pas, tu vois, mais voilà, c'est...